Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour une conférence portant sur la fiscalité. On sait que c'est normalement pas le sujet de prédilection des avocats, c'est plutôt la bête noire de la plupart des avocats. Donc, on apprécie votre présence tant physiquement qu'en ligne. Notre conférence aujourd'hui s'adresse à des non-fiscalistes et ça se veut davantage un survol des principaux concepts de fiscalité internationale et des principales réformes en matière de fiscalité internationale et de leur impact sur la façon dont on structure les groupes multinationaux et les transactions des groupes multinationaux. Notre conférence va être bilingue. Je ferai une portion en anglais, Éric va faire une portion en français. L'intention, c'est de couvrir 4 sujets principaux. Donc, l'imposition des multinationales. Dans cette section, l'intention, c'est de vous fournir les bases conceptuelles pour vous permettre de mieux comprendre certains des concepts qu'on va discuter par la suite et certaines des réformes dont on va discuter par la suite. Deuxième sujet, nous allons parler d'une réforme majeure qui a été proposée au niveau de la fiscalité internationale par l'OCDE. Ensuite, je couvrirai la réforme de la fiscalité américaine. Et même si ce n'est pas un sujet qui a trait à la fiscalité internationale, comme c'est toujours un sujet d'actualité sur lequel vous risquez de vous faire poser des questions par vos CEO, vos CFO et les autres membres de la haute direction, on va couvrir aussi la compensation différée puis les régimes d'intéressement pour les hauts dirigeants. Donc, first topic, so taxation of multinational corporations. So again, we're not trying to convert you into tax lawyers here, and I think I'll try to keep the brief overview as brief as possible so as not to bore you to death. So one of the first things that you need to understand in connection with international Canadian taxation is that Canadian corporations are generally not subject to Canadian tax on earnings that are repatriated from foreign subs to the extent that those earnings have been earned in the active conduct of a trade or business. When you have, in turn, a foreign corporation that owns the shares of a Canadian sub, there's typically 2 levels of taxation. The first layer of taxation is corporate income tax that applies on the earnings of the Canadian corporation. And then you have a second layer of Canadian tax taking the form of withholding tax on dividends to be paid by the Canadian corporation to its foreign parent. And under Canadian domestic tax law, the dividend withholding tax is imposed at the rate of 25%, but that domestic rate is drastically reduced, typically to 5% under most of Canada's tax treaties. And in addition to those 2 layers of taxation, if you're looking at the right-hand side of the slide, you'll see a list of intercompany transactions and intercompany payments that are made by Canadian corporations to non-resident affiliates, and that also attract Canadian withholding tax. And the overall thinking behind imposing Canadian withholding tax on those payments is that since those payments will reduce the taxable income of the Canadian corporations, and since this will reduce the overall Canadian tax base, then the Canadian tax authorities try to extract their pound of flesh on those payments and impose a Canadian withholding tax. You'll see that the 3 main deductible payments that attract Canadian withholding tax are management fees, for which the domestic tax rate is 25%, which rate is typically reduced to 0 under most of our tax treaties. Then you have interest payments, which attract, again, 25% rate of withholding, and this is typically reduced to 10% under most of our tax treaties, and can even be reduced to 0 under the Canada-US tax treaty. And finally, in connection with rent and royalties, the rate is typically 25% subject to limited carve-outs under domestic tax law, and that rate is reduced typically to 15% or 10% under most of our tax treaties.
Speaking of extracting a pound of flesh, certainly transfer pricing has been a very significant area of focus by the CRA in the context of an audit for most of the large Canadian corporations, and for a reason. Because transfer pricing is based on valuation. And as you know, valuation is an art, not a science. So therefore, by focusing on transfer pricing, the Canadian tax authorities are virtually guaranteed to be able to extract some pound of flesh out of Canadian taxpayers that are being audited by simply challenging the reasonableness of the assumptions on which most of the valuations and the transfer prices were determined. So transfer pricing generally is intended to deal with a simple set of facts. So you have multinational corporations, and they must allocate their taxable income of the overall group between entities of the group that are located in multiple jurisdictions. And if it were not for transfer pricing rules, a multinational company would be at liberty to allocate as much taxable income to low tax jurisdictions and as little as possible to high tax jurisdiction, thereby significantly reducing its overall tax burden. If you're looking at the left-hand side of the slide, you'll see that we have an example in there. You have a Canadian corporation that owns all of the shares of a US corporation. And the Canadian corporation, in my hypothetical, is manufacturing widgets and is selling those widgets to the US sub for a transfer price. And then that US corporation, in turn, sells the products to ultimate customers in consideration for cash. So in that context, considering that now the corporate income tax rate practiced in the US at 21%, is lower than that practiced in Canada, which is roughly between 26 and 27%, depending on the relevant provinces. You would have a vested interest in ensuring that as much of the profits of the overall group are taxed in the US. And transfer pricing is based on a single principle. That is that all transactions that take place between a Canadian entity and affiliated non-Canadian entities should take place at fair market value and at arm's length, based on arm's length terms. And certainly different tax authorities may have different views as to what an arm's length price is in a given situation. A significant issue in transfer pricing is how do you determine what is, in fact, an arm's length price in any given situation? And the answer, in part, lies in the transfer pricing methodologies that were developed by the OECD, which is the main governing body that deals with governmental cooperation in taxation. And the application of those methods is not straightforward, and it typically relies on the availability of market data to establish what would be, comparable situations that exist between arm's length parties in the market, and try to make the relevant adjustments to determine the transfer price in the given situation for the taxpayer. The tax authorities also require that taxpayers document their file and document how they've been able to reach and determine an arm's length price in the given situation. And this requirement for contemporaneous documentation is also requires that this documentation be prepared in a contemporaneous manner, which is basically that the taxpayers must prepare contemporaneous documentation before their filing due date for their tax return for the relevant year. And if contemporaneous documentation is not prepared in time, then there can be steep penalties imposed to the extent that there's a transfer pricing reassessment of a taxpayer. And if you go back to the previous slide, so if, for example, Canada in that case
takes the view that the transfer price that is practiced between CanCo and USCo is not an arm's length price, and that a greater share of the overall group profit should have been taxed in Canada, then unless the US tax authorities grant a break to USCo, the same profits will be taxed twice. And to avoid that situation, the vast majority of our bilateral tax treaties provide for an undertaking on the part of the relevant tax authorities to negotiate in good faith to try to eliminate double tax that arises as a result of transfer pricing reassessment. That being said, there's always a risk that double taxation will arise, since very few of our tax treaties, other than those with the UK and the US, contain a binding arbitration clause. So again, undertaking to negotiate in good faith, no obligation to reach an agreement in the vast majority of cases. That being said, in the vast majority of cases, the tax authorities do reach consensus and double tax is avoided. One of the most difficult valuation exercise in connection with transfer pricing is the determination of an arm's length price for IP. IP represents certainly a significant portion of any product or services if you think about brands, about patents, about know-how. And since intangible assets are by definition intangible, one would think that it's easy to relocate those assets outside of Canada to a low tax jurisdiction. So to try to counter any incentives that may exist for a Canadian corporation to relocate its IP abroad, the Canadian domestic law, and most domestic laws generally, provide that if you dispose of IP to an affiliate, that's going to be deemed a fair market value transfer. And therefore, irrespective of the price that's agreed to between the parties, any latent gain based on objective fair market value will be triggered upon the transfer of the IP. That being said, so that creates an incentive for corporations or multinational groups to transfer their IP abroad early on in the process. At the same time, early on in the process, they don't necessarily know whether the IP is going to have real value. So it creates somewhat of a friction. But in the context of a third-party asset purchase, it's much easier for a Canadian multinational group to have the IP acquired directly by a low-tax sub, to the extent that this is not Canadian IP. So in that case, there's no friction to be suffered by the transferor because they were otherwise disposing of all of the assets at fair market value anyway, and they were triggering the payment of tax. It's very difficult to value IP using the traditional transfer pricing methodologies because there's not necessarily much in terms of market comparison that can be obtained. So, you know, the example is how much of a price of an iPhone relates in your mind to the brand value. I think it's anybody's guess. Donc, le prochain sujet qu'on voulait toucher avec vous, c'est l'initiative de l'OCDE relativement à BEPS. BEPS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Base Erosion and Profit Shifting. Donc, l'OCDE, avec les pays membres, était consciente qu'il y avait beaucoup de planification fiscale faite par les multinationales qui faisaient en sorte de shifter le profit d'une juridiction à une autre, ou de même des arrangements des fois qui faisaient en sorte que la multinationale payait très peu d'impôts dans sa juridiction, qu'elle avait beaucoup d'opérations, puis elle shiftait tout le profit en faveur d'une autre juridiction. Un peu comme le transfer pricing, mais aussi des fois, il y avait des arrangements qui faisaient en sorte de carrément avoir un paiement déductible dans une juridiction, puis pas d'inclusion dans l'autre pays. Donc, ça, c'est le premier qu'on voit ici, le mismatch, hybrid mismatch arrangement. Donc, l'OCDE a mis en place des règles, bien pas des règles, mais des recommandations à ces pays membres d'adopter des règles, puis de la façon de les adopter, pour mettre en place des nouveaux mécanismes pour contrer ces abus-là qui étaient faits. Je dis beaucoup multinationales parce qu'il y a beaucoup des action items qui vont viser plus les multinationales. Des fois, on pense à
évasion fiscale internationale. On pense à Panama Papers, Paradise Papers, puis ces trucs-là, mais c'est pas vraiment ça que l'OCDE visait, c'est plus l'utilisation, comme le Frank le mentionnait, de transférer le IP à l'Irlande, tout ça, qui n'est pas vraiment un paradis fiscal comme tel, mais qui peut l'être pour certaines pratiques qui étaient faites par des multinationales. Donc ici, l'objectif, ce n'est pas de couvrir toutes les 15 actions qui ont été proposées, mais seulement certaines d'entre elles. Le Canada adhère à l'initiative BEPS, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé à changer la loi de l'impôt en suivant les recommandations de BEPS. C'est vraiment un work in progress parce qu'on commence à voir des changements tranquillement, puis ça vient de plus en plus. Mais généralement, le concern, le consensus des fiscalistes, c'est que le planning fiscal international est de plus en plus compliqué. Il faut toujours penser à ça va être quoi l'impact de BEPS sur ce planning-là, finalement. Avant, on ne pensait pas vraiment à ça, ça n'existait pas. Là, maintenant, il faut réfléchir avant de mettre en place des transactions. Donc, l'action 2 et 15, je vais y revenir dans les slides subséquentes, mais par exemple, l'action 8 à 10, c'est le transfer pricing. Comme Frank le disait, c'est un bon segue. C'est facile de réduire, si on revient un peu en arrière, c'est facile de réduire la charge fiscale totale des multinationales en disant je mets l'IP dans une juridiction à un taux d'impôt de 12,5 %. Donc, la plupart des revenus vont se retrouver taxés dans cette entité-là à 12,5 au lieu du taux global qui est d'entre 26 et 33 ici dans l'exemple. Ce que l'OCDE vient faire, c'est donner des guidelines. Le Canada a déjà des règles de transfer pricing. Il n'est pas obligé d'en mettre des nouvelles, mais il vient donner des guidelines sur comment on va évaluer l'IP, comment on devrait évaluer l'IP dans un contexte de transfer pricing. Donc, puis l'Agence de revenus a dit qu'elle suit généralement les guidelines. Donc, maintenant on pense transfert d'IP, comme Frank, il y a tout le temps des questions d'évaluation, mais là, il faut aller voir les critères de l'OCDE qui ont suggéré, puis voir si on cadre bien dans ces critères-là. Évidemment, l'OCDE est plus en faveur de justement pas avoir de situation abusive. Donc, dès qu'on fait un transfert qui commence à être sur les lignes, probablement que les méthodes d'évaluation de l'OCDE vont nous dire que finalement, il y a plus d'impôts à payer dans le pays où que le revenu de source. Action 13, j'en parlais rapidement, country by country reporting. Ça a été mis en place par le Canada, entre autres, une des autres choses. C'est-à-dire qu'une modification de la loi d'impôt, ça s'applique maintenant. Ça vise qui? Ça vise les multinationales qui ont des opérations dans des pays distincts. Essentiellement, c'est qu'en plus des déclarations d'impôt normales qu'ils vont être obligés de faire, il va falloir qu'ils fassent un rapport qui dise, je fais affaire dans tant de pays, j'ai du revenu, mon revenu dans les pays, c'est de tant par pays. Mon impôt payable dans les pays, c'est tant, mes employés, c'est tant. Donc, évidemment, s'il y a 5 des employés dans un pays, mais 95 des revenus dans ce pays-là, il y a probablement matière à vérification. C'est un peu pour donner plus d'outils aux autorités fiscales de les vérifier et de dire, tu sembles avoir fait un planning agressif parce que justement, tu sembles avoir shifté tout dans ce pays-là. Pourquoi? Donc ça, depuis 2015-2016, c'est déjà en place au Canada, il faut le faire. Par contre, ça vise vraiment les multinationales parce qu'on parle le threshold, c'est 750 millions de revenus pour le groupe consolidé, 750 millions d'euros de revenus pour le groupe consolidé. Donc, ça vise vraiment les multinationales qui ont plusieurs filiales dans des pays étrangers puis qui ont des gros revenus. Le 2 et le 15, j'y reviens parce qu'on le voit plus dans notre pratique, on l'a vu quand même souvent. L'action 2, c'est les Hybrid Mismatch Arrangements. Ça, pour vous donner le vent dans le punch un peu tout de suite, il n'y a pas vraiment encore de loi qui a changé ou qui a été implantée au Canada pour ça, mais ça vise quand même les transactions qu'on a fait souvent dans le passé. C'est-à-dire qu'un pays comme le Canada, par exemple, qu'on appelle pays A dans l'exemple, fait une transaction avec une société canadienne, fait une transaction avec une société, disons, américaine, qui est pays B dans l'exemple. Puis la caractérisation de la transaction pour fin canadienne, disons, c'est une dépense d'intérêt déductible, tandis que dans le PIB, il n'y a pas d'inclusion dans le revenu. Donc, c'est ça qu'on appelle un mismatch. Il y a comme un mismatch entre le pays A et le PIB, le traitement fiscal de la même transaction. Ce n'est pas miroir. Donc, vu qu'on a une déduction dans un pays A, on réduit l'impôt dans le pays A, mais on n'augmente pas de montant équivalent d'impôt payable dans les PIB parce qu'il n'y a pas d'inclusion dans le revenu. Ça, évidemment, l'OCDE dit que ces transactions-là, il faudrait que les pays changent leurs règles pour éviter ça. Ce qui est difficile, c'est que c'est difficile de changer une loi canadienne pour dire je vais refuser une dépense d'intérêt si aux US, vous ne l'incluez pas. Ça devient il faut comme intégrer deux droits dans une loi canadienne. Donc ça, à date, c'est le plus gros problème, à savoir comment on va mettre en place ces règles-là.
Ce qu'il faut savoir toutefois, c'est que l'absence de règles précises pour refuser le bénéfice de ces hybrid mismatch-là au Canada n'a pas empêché les autorités fiscales canadiennes de tenter de cotiser certains contribuables qui ont mis en place ces arrangements-là. Donc, par exemple, dans une des structures dont on va discuter tout à l'heure, de plus en plus, l'ARC a un grand projet où il vise à recotiser jusqu'à 300 multinationales qui ont des entités au Canada en lien avec ce type d'arrangement-là. Nous, on pense qu'au niveau du droit actuel, ils n'ont pas l'habilité de recotiser. Cela dit, ils ont commencé à émettre des projets de cotisation et les projets de cotisation peuvent être très salés. J'ai un client qui a reçu dans le temps des fêtes un projet de cotisation de 850 millions. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que ça a causé un choc quand même important à leur niveau. Et un impact important sur mes vacances. Un beau temps des fêtes, ouais. Donc, c'est ça, l'arrangement que Frank fait référence ici, c'est un mismatch, c'est-à-dire que c'est un traitement différent Canada versus États-Unis. Essentiellement, le cas simplifié, c'est que la société US faisait un prêt à la société canadienne. La société, bon, pour la firme canadienne, un prêt, c'est un prêt, donc une dépense d'intérêt sur le prêt interco. Mais essentiellement, à travers diverses ententes, la société US, à la maturité du prêt, s'engageait à souscrire à des actions et à contribuer de l'argent à travers la LLC dans la société canadienne pour repayer le prêt. Donc, vu qu'à la fin, ça allait être finalement une souscription en équité par la société US, au niveau US, on garde l'ensemble des transactions puis on dit, bien, finalement, ce n'est pas un prêt, c'est comme si c'était une souscription d'actions. Donc, l'intérêt pour nous, ce n'est pas inclus dans le revenu de la société US. Il n'y a pas de règle qui empêche ça comme tel, Frank l'a dit au Canada, d'empêcher la dépense d'intérêt, mais souvent, le cheval de bataille, c'est une question de transfer pricing. Est-ce que le taux d'intérêt, finalement, il réduit de 0 sur le prêt? C'est un peu ça, le cheval de bataille que les autorités prennent. Évidemment, ces transactions-là, maintenant, aujourd'hui, sont, en plus de cet aspect-là, comme Frank l'a dit, qui c'est vérifié par les autorités fiscales, mais il y a tout l'aspect BEPS, à savoir combien de temps ça va vivre encore en vertu de BEPS, parce que finalement, le Canada va mettre des règles en place pour viser ce type d'arrangement-là spécifique. On parle Canada-US parce qu'on le connaît bien, là, mais évidemment, ça peut se faire avec d'autres juridictions. Un autre exemple qu'on donne, mais ici c'est à l'inverse, c'est quand le Canada est en haut puis le US est en bas, c'est-à-dire la société mère est canadienne. Il y a souvent des situations où on faisait le financement des sociétés US à travers une société en Europe comme au Luxembourg. Pour, ultimement, sans rentrer dans le détail, il y avait une dépense d'intérêt aux États-Unis, mais pas nécessairement d'inclusion d'intérêt dans le revenu canadien, à cause qu'à travers l'instrument au Luxembourg, il y avait un mismatch entre les deux pays. Évidemment, les règles de BEPS pourraient encore viser ce type de planning-là, mais de toute manière, depuis notre compréhension aux États-Unis, depuis les nouvelles règles qui ont été proposées aux États-Unis, ce planning-là ne marche plus vraiment pour fin US domestique déjà à cause de la réforme fiscale américaine. Donc déjà là, c'est pas parce que le US nécessairement est en avance sur BEPS. Au contraire, le US a plus tendance à faire ses propres choses et à ne pas suivre BEPS du tout. Comme on est habitué à ce temps-ci de voir le US ne pas suivre la tendance. Mais essentiellement, les règles américaines font déjà en sorte que ce planning-là ne pourrait déjà plus marcher, qui était un planning assez classique pour financer, une Canadienne qui voulait financer des opérations à l'étranger aux États-Unis. Ouais. C'est un planning aussi qui était tout à fait acceptable d'un point de vue de politique fiscale canadienne, parce que du point de vue du Canada, de toute façon, l'intention, on se retrouve dans une situation où on a une déduction d'intérêt. De toute façon, tous les earnings de la compagnie américaine auraient pu être rapatriés dans les mains de la compagnie canadienne sans aucun impact fiscal canadien, quel qu'il soit, à cause de notre régime d'exemption. Et donc, ici, le fait qu'on réduise l'impôt payable aux États-Unis, c'est quelque chose qui maximise le cash qui va pouvoir être rapatrié au Canada, puis ultimement réinvesti. Donc, on parle de création de valeur au Canada, puis le tout se fait at the expense of the US tax authorities. Donc, Canada n'a jamais voulu empêcher ce type d'arrangement-là. L'autre mesure qui a été mise en place, qui est l'autre action de BEPS, c'était d'avoir une convention multilatérale. Donc, le Canada a signé plusieurs conventions fiscales avec des pays un peu partout à travers le monde. Je pense qu'il y en a 86, 87, je ne me souviens pas exactement du chiffre.
Mais essentiellement, l'OCDE était conscient que le Canada, comme d'autres pays, souvent utilise des taux préférentiels dans ces conventions fiscales-là qui ont été négociées. Mais des fois, il y a des abus. C'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, une société intermédiaire pour aller chercher le bénéfice d'une convention fiscale. Donc, au lieu de dire à chaque pays de modifier traité par traité, ce qui aurait été possible là, de renégocier un traité, ça se fait souvent, mais c'est quand même très long de se rasseoir à la table pour les autorités fiscales avec deux pays différents et de renégocier un traité. Ce qu'il propose, je reviens en arrière, c'est un Multilateral Tax Treaty. Ce que ça fait en sorte, c'est que c'est un traité fiscal fait par l'OCDE qui essentiellement vise surtout des mesures abusives. C'est-à-dire qu'ils vont dire si jamais un traité tel type de clause, bien, on va appliquer des règles anti-évitement qui font en sorte qu'on ne peut pas utiliser cette clause-là pour éviter de l'impôt dans un pays donné. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que le Multilateral Tax Treaty existe déjà. Chacun des pays qui est membre de l'OCDE peut décider de signer le traité puis de le ratifier dans son processus interne. Une fois que deux pays ont ratifié le Multilateral Tax Treaty, leur traité fiscal est automatiquement modifié. Donc, par exemple, le Canada et l'Espagne, je donne comme exemple, ont un traité fiscal. Le Canada est en processus de ratification, puis selon notre compréhension, l'Espagne aussi. Mais une fois que les deux traités vont être ratifiés, la Convention Canada-Espagne va déjà être modifiée puis ils vont incorporer par référence ce traité fiscal-là. Donc, ça évite de tout le temps renégocier plusieurs traités. Juste en ratifiant le Multilateral, c'est automatiquement inscrit dans plusieurs traités. Le Canada a déjà déposé un projet de loi pour ratifier le Multilateral Tax Treaty. C'est encore, j'ai regardé hier, c'est encore en reading devant le Sénat, mais c'est plus une question de temps. Je ne pense pas que c'est controversé comme tel. C'est plus une question de temps avant que ça soit ratifié. Le US, par contre, lui, n'a pas signé le Multilateral Tax Treaty. Le US fait toujours un peu les choses à part, mais le US avait déjà des clauses dans la plupart de ses traités anti-évitement. Donc, eux, ils se disent, ça, selon nous, c'est assez, on va continuer à fonctionner de cette façon-là. Un exemple de clause dans le Multilateral Tax Treaty, il y en a plusieurs, mais un exemple de clause, c'est du anti-treaty shopping. C'est-à-dire, on fait une situation où on avait un fonds de private equity qui a plusieurs investisseurs résidents partout à travers le monde. Des fois, c'est même difficile de savoir qui est ultimement la vraie personne derrière l'investisseur parce que c'est à travers d'autres trusts et d'autres structures. Souvent, quand ils faisaient un investissement au Canada, ben, pour pooler tout le monde ensemble, on disait, ben, mettez une société au Luxembourg pour détenir la société canadienne. Parce qu'après ça, c'est assez facile de faire des dividendes à la Luxembourg. Oui, il y a un withholding tax de 5 mais après ça peut sortir du Luxembourg aux investisseurs sans nécessairement de withholding tax. Donc ça, c'est une structure assez simple. L'objectif, oui, c'est sûr que le traité Canada-Luxembourg était favorable, donc il était préférentiel, mais en même temps, on aurait pu pas mettre un lock-scope. Il aurait juste fallu aller voir à chaque investisseur derrière le fonds était résident de quel pays pour établir quelle convention fiscale on applique, puis là, il aurait fallu le prorater. En pratique, c'est difficile, voire même impossible à faire. Souvent, parce que, comme je l'ai dit, les investisseurs du private equity, des fois, eux-mêmes ne savent même pas qui est derrière, parce que c'est un fonds qui est investi dans un autre fonds, puis là, le deuxième fonds dit « Mais moi, je ne veux rien vous donner comme information ». Donc, des fois, c'est très, très difficile en pratique. Donc, de mettre un lock-scope, c'est pour simplifier le compliance, puis simplifier l'aspect. Là, maintenant, aujourd'hui, avec ce qui est proposé comme Multilateral Tax Treaty, c'est qu'on ne pourra pas nécessairement se dire on met ça, puis on ne se casse plus la tête, à cause que, est-ce que le lock-scope est utilisé pour des fins d'aller chercher le bénéfice de la convention fiscale, Canada, le Luxembourg, versus un autre. Donc là, ça va devenir difficile de dire il n'y a aucun risque avec le lock-scope. Maintenant, il va falloir aller un peu plus loin puis poser des questions. Puis on n'aura probablement jamais vraiment de réponse claire à cette question-là, malheureusement, mais c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête. Puis encore une fois, le but ici, ce n'est pas de réduire de façon importante les retenues à la source. Ce n'est pas toujours le cas. Puis comme Éric le disait, le problème de plusieurs private equity funds, c'est que d'autres private equity funds ou des funds of funds investissent dans le private equity funds. Et lorsque le private equity fund principal leur demande de l'information sur leurs investisseurs, ils ne sont pas intéressés à fournir l'information en question de peur que finalement le private equity fund principal aille solliciter ces investisseurs-là directement et que le fund of funds perde son droit à son carried interest.
Donc, eux, ils font, dans le fond, un certain rendement sur le capital de leurs propres investisseurs. Si ces investisseurs-là investissent directement avec le private equity fund principal, ben, ils perdent ce rendement-là. Donc, c'est davantage ça qui amène les funds of funds, puis certains des investisseurs, à ne pas vouloir divulguer l'information concernant leurs propres détenteurs. Et qui nous amène à avoir la difficulté à établir le bon taux de retenue à la source qui devrait s'appliquer dans une situation. So now, the infamous U.S. tax reform. I'm sure that you've heard about it quite often, and it's been a major game changer in our practice. Up until, I would say, maybe October 2017, it used to be the case that our U.S. clients would call us and say, do you have any means through which I can reduce the earnings of my U.S. corporation in favor of my Canadian subs? At the time, the U.S. corporate income tax rate was roughly 35% at the federal level, and that was prior to any state taxation. So often, the combined federal and state corporate tax rate was around 40% for U.S. group. Whereas in Canada, the tax rates were roughly between 26 and 27%. At the time, it was even sometimes 25 in Alberta. And basically, no one saw the Trump tax reform being enacted virtually until it was enacted. And so in October 2017, they all wanted to shift profits to Canada. And then starting, say, toward the end of November or beginning of December, when it became apparent that the Trump tax reform could actually be enacted, then they started calling us for the exact opposite, saying, and it's the same clients, they actually called us and say, can we actually do the exact opposite, undo some of the transfer pricing methodologies or transactions that we used to have in place to maximize Canadian profits so that we can actually shift them back to the US? So again, major game changer. I don't know to what extent that's going to be sustainable in the long haul, considering that the US is facing gigantic budget deficits, and certainly we have yet to see what's going to be the exact impact of those measures on the budget. So one should expect that it's going to be material. Not all of those tax changes are permanent. Many of them are subject to automatic repeal starting after 2025. And ultimately, the reform, as I was saying, was enacted on December 22nd, 2017. Donc, un autre temps des fêtes désagréable, mais Yes. c'est pas là pour Ouais, les absolument. avocats américains. Ouais. So just the key highlights, and I'm not going to go through each and every one of them. I think we decided to put in more rather than less to give you, hopefully, what could serve as a reference document. But the main one are, again, corporate income tax rate that went from 35% to 21%. Net operating losses used to be subject to a 20-year carry forward, 2-year carry back. Now it's no carry back, only carry forward, but indefinite. One of the major measures that was enacted by the Trump tax reform was the limitation on the deductibility of interest expense. And this is something that has a big impact on a lot of our US private equity fund clients. Certainly, they rely heavily on debt to do leverage buyouts by definition. And it's often difficult for them to meet the new criteria to deduct interest expense at the level of their portfolio companies. So the new limitation is that interest can be deducted to the extent that, roughly speaking, it does not exceed 30% of adjusted taxable income of the US consolidated group. And adjusted taxable income is interpreted as being roughly EBITDA up until, I think, 2022. And thereafter, it's going to be interpreted as being EBIT. So I think vast majority of the leverage buyout candidates, after leverage buyout, they exceed that threshold, and therefore part of their interest expense is denied and is subject to carry forward in the future. Certain businesses are excluded from those
new rules, businesses that have revenues of less than 25 million, and certain real property businesses. It's not clear to me whether that was in recognition of the fact that you had hard assets there and therefore a greater ability to borrow, or whether that had to do with the fact that the president himself was in the real estate business. Prior to the Trump tax reform, there were interest deductibility limitations, typically in the form of a safe harbor. I think you had to preserve a debt to equity ratio of roughly 1.5 to 1. And now that safe harbor is basically gone in favor of the percentage of EBITDA that we just discussed. The rules used to apply only to corporate taxpayers. Now they apply to all entities, whether they're in corporate form or not. And the disallowed interest expense is subject to carry forward. So you may think, so ultimately this will result in future cash taxes being reduced because of the carry forward. That being said, since our private equity fund clients care more about the return that they're getting than the return that the next purchaser is going to get, it doesn't really give them much relief. Now, the international portion of the Trump tax reform. I was saying early on in this presentation that Canada has an exemption system, and that therefore all profits from foreign subs, to the extent that those are active earnings, can be repatriated tax-free to Canada. And it used to be the case that in the US, you had the exact opposite regime. That is, any US multinational group repatriating funds from foreign subs had to pay US incremental taxes on those earnings. It was getting a tax credit for the underlying foreign taxes paid. So say, the tax rate at the time in the US was 35%. Say that the foreign sub had paid 20% of corporate income taxes. When those profits were repatriated to the US, you had an incremental 15% tax rate that was applied on those earnings. And that had led to a number of large US multinationals hoarding cash abroad. So you had hundreds of billions of dollars that were kept by Apple, Google, and the likes in their Irish subs, in their Luxembourg structures, waiting for those funds to be redeployed elsewhere, but not in the US. And this had led to criticism on the part of US policymakers to the effect that the US tax regime was really pushing US corporations to invest abroad as opposed to investing in the US. So therefore, they decided to come back with, again, the exact opposite system versus what they had previously, which is a dividend received deduction. Dividend received deduction just means that whenever you repatriate funds from a non-US sub to its US parent, it is no longer suffering the incremental US taxes. This is something that only applies for US corporate shareholders, and those shareholders must have at least a 10% or greater voting or value stake in the foreign sub. And there is a requirement that the shares of the sub be held for at least 1 year for this regime to apply. In order to somewhat punish US multinationals for the fact that they had hoarded cash abroad in the past, the Trump tax reform imposed a significant tax toll charge on all of the previously accumulated earnings of the non-US subs of those US multinationals. And the general tax hit was roughly 8% of the earnings of those subs. And it had a big impact in terms of financial reporting for a number of US public multinationals. And the amount at stake could be paid through installments. So 8% for each of the first 5 years, 15% for the 6th year, 20% for the 7th year, and 25% for the 8th year. But there are certain triggering events that may give rise to
the loss of the benefit of that deferral and cause all of those amounts to be due and exigible immediately. Those would include, for example, the change of control or a sale of substantially all of the assets and so on and so forth. Now, probably the one regime that had the most profound impact on our practice is the Global Intangible Low Taxed Income regime, also called GILTI. And basically, the way it works is that the US wanted to ensure that if a multinational corporation, say Google or Apple, was earning income through foreign subs, that the income in question, to the extent that it was active earnings, not subject to any immediate repatriation in the US, that those earnings would be still taxed currently in the US if they related to intangible assets and were bringing a return in excess of a certain amount. So the approach that they took is one that doesn't make that much sense, which is they're saying if you have a US multinational corporation and it has foreign subs, and those subs earn a return in excess of 10% of the tax basis of their tangible assets, then any excess earnings are deemed to relate to intangible assets, and therefore they should be taxed immediately in the US, subject to a credit for the underlying foreign taxes that were paid. But when you think of it, this may apply reasonably well in the context of an asset-heavy industry. But if you have, for example, in the service industry, law firms, engineering firms, accounting firms, other than de minimis leasehold improvements, desk, chairs, and computers, we don't have much in terms of tangible assets. And those tend to get depreciated quite quickly. So certainly, any entity in the service business would tend to have earnings way in excess of a 10% return on the cost of their tangible assets. So in terms of how it works generally in practice, so again, we look at the tax cost of those assets, apply a 10% rate. This is the legitimate profits that can be earned by the foreign sub without deemed US taxation. And anything in excess of that is subject to US tax, subject to a foreign tax credit. The problem with the foreign tax credit is that it's only available to US corporate taxpayers. So, and also US corporate taxpayers are given a break on the GILTI income. Only 50% of the GILTI income is included into their income. So at their level, the effective tax rate under GILTI for GILTI income is 10.5% prior to any foreign tax credit. Whereas if you're looking at the US individual shareholder of a non-Canadian, non-US entity, then to the extent that that shareholder is a significant shareholder, it may be subject to GILTI taxation, and the tax rate that will apply for them will be at a rate of 37%, and they will not get the benefit of a foreign tax credit. So you end up in a situation where if you have, for example, earnings of a Canadian company that were taxed at a rate of 26 or 27%, the US individual shareholder, if it is a significant shareholder, will end up having to pay an additional 37% US tax on the same earnings that were already subject to tax in Canada at a rate of 26. So that gives rise to a significant detriment for those US taxpayers. And the reason why I'm saying that this had a profound impact on our practice is that for many of our US private equity fund clients, they have both investors that are US corporations and US individuals. And since those funds are structured as partnership, you basically look through the partnership to determine if there's GILTI taxation. The US corporate investors
don't care about GILTI income for the most part, in as much as Canadian investments are concerned, because our tax rate is higher than the GILTI tax rate that would apply to them. So basically, as soon as you have taxation in Canada at the rate of at least 13%, there's no additional GILTI tax payable by US corporate shareholder. So they're indifferent as to the structure of a deal when a PE fund makes an investment in Canada. Whereas if you have a US individual shareholder who is an investor in a PE fund, then they're going to be subject to GILTI taxation at the rate of 37% if the Canadian company performs well and is asset light. And they're not going to be able to claim a foreign tax credit for the 26% tax paid by the Canadian company. So this has led a number of US PE funds to say, if they believe that their strategy for a given portfolio company in Canada is that they're going to do significant add-on acquisitions in the US, then they will want to interpose on top of the Canadian company a US holdco. And by doing that, though, they somewhat commit themselves, because if ever their add-on strategy to acquire companies in the US fails, and ultimately they turn around and they sell the company, they will want to sell the stock of the US holdco. But buying the stock of a US holdco is completely unappealing to any investor other than a US investor. So therefore, they're basically stuck having to market their company after they interpose a US holdco only to US potential purchasers. That's a big bet that they have to make from the get-go. And if they decide to not make that bet, then they realize that their US individual investors are going to be somewhat frustrated with the tax rate that they're going to be subject to. So if you're looking at the chart in the slide on the board, you're going to see the interrelation between foreign tax rate and residual GILTI tax, assuming that you have a US corporate shareholder. So if tax rate in the foreign jurisdiction is 0, then GILTI tax is 10.5. If it is 5, then you have 6.5% of GILTI tax. And as soon as you reach 13.125%, there's no incremental GILTI tax. And now, final portion of the US tax reform is the base erosion and anti-abuse tax provisions. And as you can see, even though the US does not typically follow the BEPS initiatives, many of the salient features of their reform base themselves on the BEPS initiatives somewhat. So what they're proposing through the BEAT is that they want to ensure that US corporations will pay additional US taxes to the extent that they make deductible payments to foreign-related parties that are not subject to a minimum rate of withholding tax. This is something that applies only to multinationals. That is, in that case, entities that would have gross receipt in excess of 500 million a year. And the additional tax is basically 10% starting in 2019 and 12.5% starting in 2026. And again, those are additional withholding tax rates that apply on deductible payments that were not, according to the US tax authorities, subject to sufficient US withholding tax. So if you're looking at now, the picture that we're left with in terms of the Canadian and US tax competitiveness, you'll see that Canada continues to tax corporations at a rate of roughly between 25 and 26%. US is taxing corporations at a rate of 21%. And for those corporations that have activities in states that levy state tax, there's an additional typically 4 or 5% of state tax element. So for the time being, we're reasonably competitive, but question whether we're going to remain the long haul. Merci. Dernier sujet qu'on voulait aborder, c'est
l'executive compensation. Puis comme le Frank le disait, la raison, c'est que même si ça n'a pas vraiment de saveur internationale ou qu'il n'y a pas nécessairement eu de changement récent, comme le US Tax Reform ou le BEPS, par exemple, on voulait en parler parce que c'est souvent des questions qui vont vous être posées, puis c'est souvent directement dans les poches de votre patron. Donc, c'est un peu plus tentant de savoir la réponse ou au moins d'avoir la bonne réponse. Donc, comment ça fonctionne? De façon générale, les executive compensation, les régimes différés de revenus pour les cadres, c'est soit sous la forme d'un bonus en argent ou en action, ou soit un stock option plan. On sépare un peu les deux. Les stock option plans ont vraiment des règles particulières qui sont plus avantageuses au niveau de la fiscalité de l'employé, pas nécessairement de l'employeur parce qu'il n'y a pas de déduction, mais pour l'employé, c'est plus avantageux. Tandis que les autres régimes, c'est revenu ordinaire pour l'employé, mais généralement déductible pour la société qui paye. Donc, essentiellement, ce qu'on voit souvent en pratique aussi, c'est ce qu'on parle souvent en pratique, c'est les SDA rules. Est-ce qu'on tombe dans les Salary Deferral Arrangement Rules? Puis ça, le problème qu'on voit souvent en pratique, c'est que justement, les gens veulent, c'est logique, ne veulent pas nécessairement être imposés tant qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Okay, on pense que tout de suite, quand on a un salaire, on est imposé, mais tant qu'on n'a pas de salaire, on n'est pas imposé. Le problème, souvent, c'est qu'il faut s'assurer de ne pas tomber dans les Salary Deferral Rules. Parce que les Salary Deferral Rules viennent dire que si on essaie de différer un bonus sur une période de temps, mais qu'on ne rende compte pas les exceptions aux Salary Deferral Rules, on va tomber dans les règles, c'est-à-dire que le bonus va être imposé l'année 1, même s'il est seulement payable 2, 3, 4 ans plus tard. Généralement, les SDA Rules, il y a plusieurs exceptions à la règle, donc il y a plusieurs façons d'éviter ce problème-là. Mais les plans d'options canadiens dans un contexte canadien sont souvent structurés pour justement tomber dans les exceptions et ne pas avoir d'imposition immédiate pour un bonus qui est payable dans le futur, un bonus ou un RSU ou un DSU qui est payable dans le futur. Cash base, c'est assez simple, je ne rentrerai pas dans le détail, mais essentiellement, quand c'est un bonus en cash, évidemment, il n'y a pas de traitement fiscal avantageux pour l'employé, c'est du revenu ordinaire. Puis pour l'employeur, c'est déductible dans la société. Employee Profit Sharing Plan, essentiellement, c'est plutôt rare qu'il y en a en pratique. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des sociétés qui en font. Généralement, ça implique qu'un trustee est dans l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a un trust qui est établi pour les employés. L'employeur va contribuer dans le trust va acheter des actions sur le marché, puis éventuellement va livrer les actions ou le produit de la vente des actions aux employés. C'est quand même assez complexe parce que ça prend l'implication d'un trustee. D'habitude, c'est ComputerShare, par exemple, qui va agir comme trustee dans un cas comme ça. Il n'y a pas de déduction à la source sur les contributions, mais dans la mesure où les actions commencent à être acquises par l'employé, même s'ils ne sont pas livrées, il y a un revenu imposable pour l'employé. Equity-based incentive. Donc, tout ce qui est régime en équité, évidemment, l'avantage, c'est que ça aligne les actionnaires puis les employés avec l'augmentation, la croissance de l'entreprise à long terme. Mais encore une fois, il faut faire attention pour ne pas tomber dans les salary deferral rules, dans une situation où l'employé va se trouver être imposé, mais qu'il n'aura pas nécessairement l'argent comptant pour payer ses impôts. Donc, le régime différé qui est en équité, si on veut, par excellence, ce n'est pas le bon terme, mais le plus favorable pour les employés, c'est les stock options. Pourquoi? Parce que généralement, les stock options donnent droit à une déduction. Ce n'est pas un traitement de gain en capital, même si souvent on pense que c'est ça. C'est une déduction dans le revenu de l'employé. Donc, l'employé va être imposé généralement quand il y a une option d'acheter des actions, quand il va exercer l'option pour acheter des actions ou pour se faire payer la différence en argent. Il va être imposé à ce moment-là seulement. Donc, même si l'option, ça fait 6 ans qu'il l'a, il n'y a pas d'imposition tant qu'il n'a pas exercé l'option. Par contre, une fois qu'il exerce l'option, est-ce qu'il va être imposé sur la différence entre la valeur intrinsèque de l'option, c'est-à-dire la différence entre le strike puis la valeur de l'action au moment qu'il exerce? L'avantage pour l'employé, c'est qu'il va avoir une déduction. Donc, 50% de l'avantage imposable au Canada, au fédéral, va être déduit dans la déclaration de revenus si l'option rencontre certaines conditions. Au Québec, on parle plus de 25%. C'est juste le Québec qui a un traitement un peu différent. Mais généralement, c'est ce que ça ramène le taux d'imposition de 25 sur la valeur de l'augmentation de l'option
à 25 environ, au lieu même 33 au Québec, mais généralement dans les autres provinces, c'est 25 au lieu de revenu ordinaire qui est à peu près à 50 52, 53 même aujourd'hui. Pour avoir une option qui se qualifie, pour la déduction ici que je parle, il faut que le prix d'exercice de l'option au moment de l'octroi de l'option est égal à la juste valeur marchande de l'action sous-jacente. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de valeur dans l'option finalement. Si on a l'action Stranger vaut 10 l'action, mais il faut que l'option ait un strike price d'au moins 10 ou plus. Pour que l'objectif ici, c'est que l'employé va participer dans l'augmentation de valeur future, mais pas dans l'augmentation de valeur passée. Si on essaie de déguiser l'option, ben, ce n'est pas que l'option va être taxable au jour 1, mais c'est plus que le bénéfice fiscal d'avoir la déduction puis le traitement, le taux préférentiel va être perdu. Il faut que l'employé soit à distance avec l'émetteur. Il faut que ce soit des actions ordinaires aussi. Des fois, on voit des gens essayer de faire des plans d'options avec des actions privilégiées ou semi-privilégiées parce que prescribed share, comme je le montre ici dans la slide, généralement, c'est une action ordinaire, mais dès du moment qu'on a des droits de se faire racheter l'action, là, on peut perdre le bénéfice à la déduction de 50 Il faut aussi que le critère numéro 4, c'est un critère depuis 2010, c'est qu'il faut que l'employeur ne prenne pas de déduction. Parce que souvent, une option, ce qu'on peut faire à terme, c'est qu'on peut dire, l'employé peut soit demander de recevoir l'action ou soit de demander de recevoir la différence en argent. Mais dans les deux cas, l'employeur ne peut pas prendre de dépenses déductibles pour ce qu'il paye à l'employé. Donc, l'employeur, il laisse un peu d'argent sur la table parce que son coût de l'option, dans le fond, c'est un coût après impôt. Il ne peut pas prendre de déduction pour ça. Tandis que l'employé, lui, par contre, va avoir le traitement préférentiel dans ce cas-là. Le problème le plus fréquent qu'on voit avec les options, c'est que pour tomber dans le régime favorable des options, il faut vraiment que l'employé ait un droit d'acquérir une action. Parce que souvent, ce qu'on voit, surtout dans un contexte de société privée, c'est qu'on va mettre un plan d'option en place, on va avoir le traitement préférentiel, tout le monde est content. Mais quand il vient de dire le temps à le CEO, l'entrepreneur, de dire, bien ça veut dire que si jamais un employé demain matin il veut exercer l'option, il devient actionnaire dans ta compagnie. Donc, il y a une action, il va recevoir les dividendes, il va pouvoir prendre des positions comme actionnaire, choisir les membres du conseil d'administration si les actions sont votantes. Généralement, l'employeur va dire, oh, j'avais pas compris ça comme ça, je peux juste, moi, décider de ne pas lui donner l'option puis de donner le cash à la place? Mais la réponse, c'est non. Si vous faites ça, vous ne tombez plus dans le régime des options. Ça va devenir un revenu ordinaire pour l'employé. Donc, l'employé perd l'avantage fiscal. Donc, c'est moins attrayant pour l'employé. Ça, c'est dans un contexte de compagnie publique, ce n'est pas un problème parce qu'il y a déjà plusieurs actionnaires sur le marché. Mais dans un contexte de compagnie privée, les plans d'options, c'est souvent un problème ou une réticence que les employeurs ont à émettre des options avec ces règles-là. Ce qu'on voit aussi comme problème avec les stock options, c'est la liquidité. Dans une compagnie privée, si j'ai des options qui sont exercées, l'employé se retrouve avec des actions, m'a dit, je vais y émettre les actions, mais après ça, je vais les racheter tout de suite après pour y donner le cash. Là, le traitement fiscal, ça peut être une double imposition pour l'employé. Puis ça, c'est une situation que même si c'est pas un résultat qui est fair pour les employés d'avoir, d'une part, un revenu imposable comme salarié, mais en plus, quand ils se font racheter l'action, c'est un dividende réputé. On taxe 2 fois le même gain, mais les règles ne corrigent pas ça. Donc, il faut faire très attention quand on émet des actions à des employés, que si jamais ils veulent se faire cacher out, c'est qu'ils vendent leurs actions à d'autres actionnaires de la société ou à un tiers et non qu'ils se fassent racheter par la société. Donc, par exemple, on a vu des situations où il y avait des membres de la haute direction de sociétés publiques qui avaient des options, qui avaient décidé d'exercer leurs options, qui ont obtenu des actions, puis qui nous ont appelés en disant « Ah, Frank, j'ai décidé de participer dans le substantial issuer bid de ma compagnie et donc je me suis fait racheter mes actions. Est-ce que c'est un problème? » La réponse est tout à fait. C'était une très mauvaise décision, malheureusement. Donc, les gens se ramassent, encore une fois, double imposition, puis après, ils bénéficient d'une perte en capital. Mais la perte en capital peut juste être épanchée contre des gains en capitaux. Ce n'est pas tout le monde qui a autrement des actifs qui génèrent du gain en capital. Donc, et le tout ne peut pas être épanché contre le stock option benefit, parce que, comme Éric le disait, le stock option benefit, c'est traité comme du gain en capital en termes de taux, mais ce n'est pas du gain en capital. Donc, double imposition, puis un actif fiscal qui peut-être ne pourra jamais être utilisé. Ce qu'on voit aussi pour passer un peu plus rapidement sur les stock options, je vais aller dans les RSUs. Les RSUs, on voit souvent ça en pratique.
La différence entre un RSU et un stock option, généralement, c'est que le jour 1, il y a de la valeur dans le RSU. Souvent, les conditions de restriction, c'est plus une restriction sur le temps, mais le jour 1, l'unité vaut quelque chose. C'est comme si on va le donner à l'employé un droit de recevoir l'équivalent en action ou en argent de ce que va valoir l'action, mais on n'a pas de concept de strike price généralement dans un RSU. Ce qu'on fait dans ce cas-là pour éviter les règles de salary deferral arrangement, parce que je fais un pas en arrière, les stock options, ce n'est pas couvert par les règles de salary deferral arrangement, c'est une exception. Une autre exception, c'est dans la mesure où le bonus n'est payable pas plus que 3 ans après l'année dans laquelle le bonus ou le RSU est octroyé. Donc, souvent, les RSU, il y a un hard stop. Si on émet un RSU, par exemple, pour les bonus 2018, il faut qu'il soit payable avant la fin 2021. Souvent, il y a souvent un hard stop de 3 ans, c'est à cause de ça. Sinon, dès qu'on donne l'unité, le RSU, même s'il n'y a pas de cash qui est payé, l'employé serait autrement taxable. Tandis que là, en ayant un montant qui est payable au plus tard 3 ans, l'employé va se taxer seulement quand il va décider d'exercer le RSU puis de prendre le cash ou les actions. Généralement, c'est un RSU, comme les stock options aussi, dans un contexte de compagnie publique, ça va être accompagné d'un droit de permettre à l'employé que si jamais les actions se rangent sur la bourse, bien, que le broker va pouvoir vendre les actions puis après ça payer l'employé. C'est pour éviter aussi un problème de withholding de liquidité, comme on disait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces régimes-là, souvent, le gros du problème ou le gros concern, c'est de s'assurer que l'employé va avoir du cash pour payer ses impôts, puis que la compagnie aussi va pouvoir faire ses déductions à la source. Fait que souvent, quand on émet des régimes avec des actions, on a un mécanisme de prévoir comment on peut faire pour vendre les actions sur le marché pour donner du cash à l'employé. Donc, en gros, je ne passerai pas sur les autres, sont dans les slides, mais essentiellement, les régimes d'intéressement sont souvent structurés pour toutes ces questions-là de 3 ans, puis de ne pas être taxé quand on octroie, mais de taxer juste quand on cash out l'instrument en question. Bon, je crois qu'on est rendu à la période de questions. Merci beaucoup de votre temps. Merci.